Un milliardaire retourne dans son village après 20 ans et découvre une lettre que sa mère, qu'il croyait morte, lui a laissée. Il était le roi de la ville, mais il n'avait jamais oublié la mère qu'il avait abandonnée à une station de bus. 20 ans plus tard, il revient pour racheter son ancien quartier, mais découvre une pièce secrète et une lettre prouvant que sa mère ne l'avait ni abandonnée ni était morte, comme son oncle le lui avait fait croire. Elle avait été chassée par son propre associé. La limousine gris anthracite de Julian avançait lentement dans les ruelles étroites du village. Sa surface brillante reflétait la peinture écaillée et les murs délabrés des maisons qu'il avait autrefois appelées son foyer. Pour le monde, il était un génie qui transformait les rêves en dollars. Mais pour les habitants d'Oakhaven, il n'était que le garçon qui s'était échappé. La voiture s'arrêta au centre du village, soulevant un nuage de poussière rouge. Alors que Julian en descendait, ses chaussures vernies crissant sur le trottoir brisé, les villageois se rassemblèrent à distance, chuchotant à propos du garçon devenu roi. Vers lui s'avançait l'oncle Silas, un large sourire forcé aux lèvres. Silas était désormais le chef du village. Un homme qui s'était installé confortablement dans ce petit coin de pauvreté, tandis que Julian envoyait chaque mois des chèques de l'étranger pour soutenir la communauté. « Julian, mon neveu préféré !» s'exclama Silas, sa voix tonitruante feignant une chaleur qui n'atteignait pas ses yeux. Il tendit immédiatement la main pour serrer celle de Julian, son regard glissant avidement vers la montre en or et la mallette coûteuse posée à l'arrière de la voiture. « Cela fait 20 longues années que tu as quitté cet endroit. Nous avons entendu dire que tu gagnais beaucoup d'argent. Mais regarde-toi. Tu as l'air d'un roi. » Julian observa la place, remarquant les toits qui fuyaient et les enfants jouant avec un panier de basket tordu, comme il l'avait fait 20 ans plus tôt. « Le village semble en pire état que lorsque je suis parti, Silas, » dit Julian, sa voix calme et dangereuse. Silas soupira de manière théâtrale, essuyant ses yeux avec un mouchoir. « Les temps ont été durs, Julian. La mort de ta mère a brisé l'esprit d'Oakhaven. Elle était si capricieuse, voulant une vie meilleure, puis nous abandonnant tous. » Le sang de Julian se glaça à la mention de sa mère, Rose. Il se souvenait encore du jour où Silas lui avait dit qu'elle avait disparu, laissant une lettre disant qu'elle voulait une vie meilleure, sans le fardeau d'un jeune fils. Pendant 20 ans, il avait tenté de combler ce vide dans son cœur par le succès. Pourtant, debout ici, la douleur lui semblait aussi fraîche qu'une blessure récente. Il était revenu à Oakhaven pour une seule raison: acheter le terrain, raser les maisons et construire un complexe de luxe qui effacerait enfin les souvenirs de la trahison de sa mère. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Silas se frotta les mains, calculant déjà sa part du marché. « Eh bien, ne nous attardons pas sur le passé. Tu es là pour signer les papiers, n'est-ce pas? Transformons cette poussière en or. » Mais alors que Julian regardait l'horizon familier, il sentit une envie inexplicable de visiter une dernière fois sa maison d'enfance avant l'arrivée des bulldozers. Il ignorait qu'à l'intérieur de cette modeste cabane, un secret l'attendait. Un secret qui prouverait que toute sa vie avait été construite sur un mensonge. Julian laissa l'oncle Silas planté sur la place du village, son esprit déjà tourné vers la lisière de la forêt. Il ne voulait pas du banquet. Il ne voulait pas des sourires forcés ni des regards avides des hommes qui ne voyaient en lui qu'un portefeuille sur pattes. Il avait besoin d'être seul. Alors qu'il marchait, ses chaussures en cuir à $1000 craquaient sur le trottoir brisé, un son qui lui semblait une trahison envers le garçon qui courait autrefois dans ces rues avec des baskets si usées qu'il devait y mettre du carton pour couvrir les trous. Il suivit le sentier étroit envahi par les mauvaises herbes jusqu'à l'extrémité du village. La voilà. La petite cabane semblait encore plus petite que dans ses souvenirs. Ou peut-être Julian s'était-il simplement habitué au palais qu'il habitait désormais. La peinture blanche était devenue d'un gris sale et malsain, et la clôture qu'il grimpait autrefois pourrissait dans la terre. Le toit, fait de tôle rouillée, présentait des trous visibles, laissant entrer la pluie pour tremper tout ce qu'une personne possédait. Julian s'arrêta devant la porte, son cœur battant si fort qu'il crut qu'il allait éclater. Il se souvenait de la dernière fois qu'il était venu ici, 20 ans plus tôt. Il se souvenait être rentré de l'école pour trouver la maison vide. Il se souvenait de Silas debout dans l'embrasure de la porte, l'air triste, tenant un morceau de papier. « Ta mère est partie, Julian », avait-il dit. Elle a laissé une lettre. Elle a dit qu'elle voulait une vie meilleure, une vie où elle ne serait pas accablée par un enfant et un toit qui fuit. Pendant 2 décennies, cette vérité avait été l'encre de sa douleur. C'était la raison pour laquelle il s'était jeté à corps perdu dans le travail, bâtissant un empire pour prouver qu'il valait la peine qu'on reste pour lui, tout en ressentant un vide que nul milliard ne pouvait combler. Il regarda la maison voisine.
Deux vélos, un bleu et un rouge avec des fanions en plastique décolorés, étaient appuyés contre le porche. Il vit un jeune garçon, peut-être âgé de 7 ou 8 ans, qui l'observait par la fenêtre avec des yeux curieux. Des yeux qui lui rappelèrent l'enfance qu'il avait perdue dans le chagrin. Julian détourna le regard. Le poids de sa vie parfaite lui semblait comme une armure 3 tailles trop petite. Julian glissa la main dans sa poche et en sortit une vieille clé rouillée qu'il avait gardée comme un macabre souvenir. Sa main tremblait alors qu'il l'insérait dans la serrure. Clac! La porte s'ouvrit en grinçant, libérant une odeur de vieux bois, de poussière et d'un silence fantomatique. À l'intérieur, le salon n'était pas vide. C'était un musée de sa misère. Il vit la même table bancale où ils avaient dîné, le petit canapé marron où sa mère, Rose, cousait des vêtements pour des familles riches jusqu'à ce que ses mains soient rugueuses et gercées. Il avança plus profondément dans la cabane, ses pas silencieux sur les planches qui craquaient. Il s'arrêta dans le coin où sa mère avait l'habitude de s'asseoir et de prier chaque matin avant de le réveiller avec un sourire, lui disant « Aujourd'hui va être une bonne journée, mon fils. » Je le sens. Alors qu'il se tenait là, il remarqua quelque chose d'étrange. La lumière du soleil, frappant le sol à un angle bas, révélait un espace entre les planches. L'une d'elles, près du mur, était légèrement soulevée, comme si elle avait été soulevée et replacée de nombreuses fois. Julian s'agenouilla dans la poussière, ignorant la façon dont elle tachait son pantalon coûteux. Il utilisa ses clés de voiture pour soulever le bois. Enfoncée dans la terre sombre sous la maison se trouvait une boîte métallique grise rouillée. Elle était petite, avec une simple attache qui cliqueta lorsque les doigts tremblants de Julian la forcèrent à s'ouvrir. À l'intérieur, il ne trouva ni argent ni bijoux. Il découvrit une enveloppe jaunie avec son nom écrit de l'écriture penchée et soignée de sa mère. « Mon Julian bien-aimé ». Le sang de Julian se glaça. Il sortit les pages, le papier craquant sous ses doigts. Alors que ses yeux parcouraient les premières lignes, le monde sembla cesser de tourner. Il réalisa à ce moment-là que chaque prière que sa mère avait faite pour lui avait été un sacrifice, et que l'homme qui l'attendait sur la place du village n'était pas sa famille, mais son plus grand ennemi. La main de Julian tremblait alors qu'il serrait les pages jaunies de la lettre, le papier craquant sous ses doigts avec un son qui semblait remplir la pièce silencieuse et poussiéreuse. Il regarda l'écriture penchée et familière de sa mère, Rose, et pendant un instant, il crut presque entendre sa voix lui chuchoter à travers l'encre. La première phrase le frappa comme un coup physique, lui coupant le souffle et faisant battre son cœur contre ses côtes. « Mon Julian bien-aimé, si tu lis ceci, cela signifie que Silas t'a enfin permis de revenir ici, et je prie pour que tu sois devenu l'homme que je savais que tu pourrais être. » Il retint ses larmes, sa vision s'embrouillant alors qu'il continuait à lire les mots qui allaient démanteler 20 ans de mensonges. Sa mère ne l'avait pas abandonné parce qu'elle voulait une vie meilleure ou parce qu'elle était capricieuse, comme Silas l'avait prétendu pendant 2 décennies. Elle avait été chassée, forcée de choisir entre sa présence dans sa vie et sa propre survie. La lettre détaillait une trahison qui fit couler dans les veines de Julian un froid rageur. Silas avait découvert un petit héritage laissé par le père de Julian, une somme modeste destinée à assurer que Julian puisse aller à l'université et échapper à la pauvreté du village. Pour mettre la main sur cet argent, Silas avait coincé Rose une nuit de pluie, comme celle qu'elle décrivait dans sa lettre. Il lui avait dit que si elle ne disparaissait pas et ne laissait pas le garçon sous sa garde, il s'assurerait que Julian ne termine jamais ses études et reste un inconnu dans les rues pour toujours. Silas avait joué sur la peur la plus profonde d'une mère, la peur que sa présence retienne son enfant de la grandeur. Rose avait tout sacrifié, y compris l'amour de son fils unique, pour s'assurer qu'il ait un chemin vers le succès qu'il connaissait maintenant. J'ai vécu dans la cave de la maison voisine pendant des mois, Julian. La lettre continuait, chaque mot comme un couteau planté dans sa poitrine. Je te regardais par la fenêtre alors que tu pleurais après moi, et il m'a fallu toute ma force pour ne pas courir vers toi et te serrer dans mes bras. Julian laissa échapper un sanglot étouffé, son corps tout entier tremblant alors qu'il s'imaginait, jeune et en deuil, tandis que sa mère n'était qu'à quelques mètres, piégée dans son propre cauchemar. Elle écrivait comment Silas l'avait finalement transférée dans une ville voisine, la forçant à vivre comme un fantôme sous un faux nom, afin que personne ne remette jamais en question l'histoire de sa mort. Silas avait même construit une fausse tombe, un monument à un mensonge qu'il utilisait pour garder Julian reconnaissant et soumis pendant des années. En lisant, Julian réalisa que les chèques qu'il envoyait chaque mois à Silas pour entretenir le village n'étaient jamais parvenus aux personnes qui en avaient besoin. Pendant que Julian vivait dans le luxe, portant des costumes valant une fortune et concluant des accords de plusieurs millions de dollars, sa mère travaillait à 3 emplois justes pour acheter du pain.
Elle décrivait ses mains rugueuses et gercées, et la façon dont elle sautait ses propres repas pour économiser quelques centimes afin de rester assez près pour entendre des nouvelles de son succès. Elle avait été une mendiante dans sa propre vie pour qu'il puisse être un roi dans la sienne. Julien ressentit une vague de honte d'avoir cru au mensonge si longtemps, de n'avoir jamais remis en question le cercueil fermé ou la soudaineté de son départ. Il regarda par la fenêtre sale de la cabane et vit Silas au loin, riant toujours avec les anciens du village, jouant les hommes d'honneur. Les mains de Julien se serrèrent en poing. Il n'était plus le garçon avec du carton dans ses chaussures, et il n'était plus le milliardaire cherchant à détruire son passé. Il était un fils qui avait découvert la vérité de sa mère, et un homme qui avait maintenant une nouvelle mission. L'argent qu'il avait accumulé n'était plus seulement pour les affaires. Il allait être l'arme qu'il utiliserait pour amener Silas à la justice. Il plia soigneusement la lettre et la replaça dans la boîte métallique, ses yeux durs et froids comme une tempête hivernale. Le vrai test venait de commencer. Et il ne s'arrêterait pas avant d'avoir retrouvé la femme qui avait sacrifié sa vie pour la sienne. Il se leva, ses chaussures vernies ne lui semblant plus une trahison, mais plutôt le fondement de l'homme qui allait démanteler un empire de mensonges. Julien sortit de l'ombre de sa cabane d'enfance, la boîte métallique rouillée fermement serrée sous son bras. Pour quiconque l'observait depuis la place du village, il était toujours le milliardaire froid et calculateur revenant pour signer un contrat. Mais à l'intérieur, Julien sentait son cœur se briser en 1 million de morceaux. Il regarda vers le centre du village, où l'oncle Silas riait avec un groupe d'anciens, et pour la première fois, Julien ne vit pas un protecteur. Il vit un monstre. Julien retourna à l'arrière de sa limousine gris anthracite et sortit son téléphone satellite privé, un appareil dont seuls quelques privilégiés possédaient le numéro. « Marcus, dit-il, sa voix calme et dangereuse. J'ai besoin d'une équipe d'élite sur le terrain à Oakhaven immédiatement. Je veux une recherche discrète sur chaque femme nommée Rose Cole dans la province. Ne cherchez pas de certificat de décès. Cherchez un fantôme. Cherchez quelqu'un qui a vécu sans laisser de traces pendant 20 ans. » Avant de rencontrer Silas pour le banquet prévu, Julien fit une dernière halte. Il se rendit au bord du cimetière du village, un lieu de silence fantomatique et de longues ombres. Il s'arrêta devant une petite pierre tombale négligée sur laquelle était simplement écrit « Rose ». Aucune date de naissance ou de décès. Silas l'avait amené ici 10 ans plus tôt, prétendant que c'était le dernier repos de la mère qui voulait une vie meilleure. Julien s'agenouilla dans la terre, son costume à $5000 contrastant avec la terre sèche. Il toucha le granit froid et sentit une vague de rage glacée. Ce n'était pas une tombe. C'était un monument à un mensonge. Alors qu'il quittait le cimetière, Julien remarqua une vieille femme, Madame Gable, étendant du linge devant une cabane qui semblait prête à s'effondrer. Ses mains étaient rugueuses et gercées par des années de travail, semblables aux descriptions de la lettre de sa mère. Lorsque leurs regards se croisèrent, le visage de Madame Gable devint blanc comme une feuille et elle détourna rapidement les yeux. Julien s'approcha doucement d'elle. « Madame Gable, c'est Julien. Je me souviens des biscuits que vous cuisiniez pour moi. » La femme trembla, ses yeux se tournant vers la maison de Silas au loin. « Tu ne devrais pas être ici, Julien. Silas a des oreilles partout. Il n'aime pas que les gens parlent du passé. » Julien tendit la main et prit la sienne. « J'ai assez d'argent pour acheter toute cette province, Madame Gable. Mon équipe de sécurité entoure déjà ce village. Vous êtes en sécurité maintenant. Je ne suis pas ici pour construire un complexe. Je suis ici pour la vérité. » La voix de Madame Gable tomba à un chuchotement terrifié. « Ta mère, elle ne voulait pas partir. Des hommes en costume sombre l'ont emmenée au milieu d'une nuit de pluie. Il nous a dit qu'elle était malade dans sa tête et qu'il l'envoyait dans un établissement pour son bien. Mais nous savions tous qu'il voulait juste l'argent que ton père avait laissé. » Le sang de Julien se glaça. Il réalisa que pendant 20 ans, les allocations mensuelles qu'il envoyait à Silas pour améliorer le village n'étaient jamais parvenues aux habitants. Il accéda rapidement à son application bancaire privée et lança un audit de haut niveau sur les comptes du village. Ses yeux s'écarquillèrent de choc en voyant la vérité. Des millions de dollars avaient été détournés vers des comptes offshore secrets aux îles Caïmans, selon le même schéma de cupidité qu'il avait vu chez les monstres d'affaires les plus impitoyables. Silas n'avait pas seulement volé une mère à son fils. Il avait intentionnellement maintenu Oakhaven dans une pauvreté systémique pour s'assurer que les villageois restent reconnaissants et soumis.
Julien regarda les enfants jouer avec le panier de basket tordu et sentit le vide de sa vie parfaite se remplir d'un but brûlant et déterminé. Il n'était plus seulement un milliardaire. Il était un fils avec la preuve et le pouvoir de démanteler un empire de mensonges. Le test était terminé et le moment de vérité allait commencer. La lune planait au-dessus d'Oak-Haven comme une pièce de monnaie argentée et froide, mais à l'intérieur de la maison de l'oncle Silas, l'air était lourd de l'odeur de la viande rôtie et du vin coûteux. Silas avait passé les dernières heures à transformer son salon en un palais d'hypocrisie. Pendant que le reste du village se blottissait dans des cabanes aux toits qui fuyaient, Silas était assis à une longue table en acajou, entouré des meilleurs conforts que les chèques de maintenance détournés de Julien pouvaient acheter. Julien était assis à la tête de la table, son visage un masque de calme, bien que son sang se glaçât à chaque rire qui s'échappait de la gorge de Silas. En face de lui, Silas coupait dans un épais steak juteux, ses yeux brillant de la même cupidité froide que Julien avait lue dans la lettre de sa mère. « Mange, Julien, mange !» tonna Silas, gesticulant vers le festin qui aurait pu nourrir 10 familles du village pendant un mois. À Oak-Haven, nous pouvons être pauvres, mais nous savons comment traiter un roi. À ce moment-là, une jeune femme nommée Helena entra dans la pièce. C'était une serveuse que Silas avait engagée du village pour la soirée. Elle était mince, ses mains rugueuses et gercées par des années de labeur, et ses yeux fixés sur le sol alors qu'elle s'approchait pour remplir les verres de vin. Alors qu'elle atteignait Silas, sa main trembla légèrement et une goutte de vin rouge tomba sur la nappe blanche de Silas. Le visage de Silas changea instantanément. La fausse chaleur disparut, remplacée par un rictus de pur dégoût. « Espèce de fille maladroite », siffla-t-il, attrapant le poignet d'Helena. « Tu te rends compte de ce que coûte cette nappe ? Tu es aussi inutile que la poussière sur laquelle tu marches. » Helena murmura une excuse terrifiée, ses épaules tremblant de sanglots silencieux. Julien observa l'interaction, sa prise se resserrant sur sa fourchette en argent. Il vit en Helena la même vulnérabilité que sa mère avait dû ressentir lorsque Silas l'avait chassée sous la pluie 20 ans plus tôt. Il réalisa que Silas ne voulait pas seulement de l'argent de Julien. Il jouissait du pouvoir de rabaisser les gens. « Laisse-la tranquille, Silas, » dit Julien, sa voix calme mais portant un poids qui fit taire la pièce. Silas cligna des yeux, son sourire forcé revenant comme une ampoule vacillante. « Ah, Julien, tu as toujours été trop tendre, tout comme ta mère, Rose. » Silas se renversa dans sa chaise, prenant une longue gorgée de vin. Elle était une femme faible, tu sais. Toujours à pleurer, toujours à se plaindre de la lutte. Elle n'avait pas l'étoffe pour la vie que ton père voulait pour toi. Elle était capricieuse, Julien. Elle t'a abandonné parce qu'elle voulait une vie plus simple, sans le fardeau d'un enfant. Le cœur de Julien se brisa en 1 million de morceaux en entendant Silas insulter la femme qui avait sacrifié toute son existence pour le protéger. Il regarda Silas et vit un monstre qui avait joué à Dieu avec la vie de sa famille pendant 2 décennies. Silas, sentant aucune réaction de la part de Julien, plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit un épais document. Il le fit glisser sur la table, ses yeux glissant avidement vers la montre coûteuse de Julien. « Parlant de l'héritage de ton père, voici le contrat pour le développement du complexe. Signe ceci ce soir et nous pourrons commencer la démolition demain. Nous raserons ces vieux taudis, y compris la cabane de ta mère, et nous ferons enfin de l'argent. » Julien regarda le contrat. C'était le piège qui l'attendait. Il ne prit pas le stylo. Au lieu de cela, il regarda Silas directement dans les yeux. Démolir le passé est facile, Silas, mais parfois le passé a une façon de revenir à la vie quand on s'y attend le moins. Silas rit, un son froid et satisfait, ignorant que l'équipe de sécurité de Julien venait d'envoyer un signal GPS à son téléphone. Ils avaient trouvé une femme vendant des paniers dans une ville à 50 km de là. Une femme avec un petit grain de beauté près de son oreille gauche. Le festin était terminé, et la chasse à la vérité venait vraiment de commencer. La limousine gris anthracite de Julien filait sur les routes sombres s'éloignant d'Oak-Haven, laissant derrière elle le palais d'hypocrisie et les yeux avides de Silas. Son esprit était une tempête d'images tirées de la lettre. Une jeune mère regardant son fils par la fenêtre d'une cave. Une femme forcée de devenir un fantôme pour assurer l'avenir de son enfant. Chaque kilomètre parcouru par la voiture semblait défaire 20 ans de mensonges. Le signal GPS de son équipe de sécurité conduisit Julien vers une ville poussiéreuse et oubliée à 50 km de là. Alors que le soleil commençait à se lever,
peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, Julien sortit de sa voiture près d'un petit marché animé. Le contraste était dévastateur. Julien se tenait là dans son costume à 5 000 $ et ses chaussures vernies, tandis qu'autour de lui, les gens se déplaçaient avec la fatigue particulière de ceux qui avaient travaillé dur pour très peu. Il se dirigea vers le bord du marché, où les vendeurs qui ne pouvaient pas se permettre de stand s'asseyaient par terre. Son cœur battait contre ses côtes, un martèlement douloureux qui lui coupait le souffle. Puis, il la vit. Une vieille femme était assise sur un tapis fin et usé au bord de la route. Devant elle se trouvait un petit tas de paniers tissés à la main. Elle semblait beaucoup plus âgée que ses 60 ans. Les rues ont une façon d'ôter la douceur d'un visage et de la remplacer par quelque chose de plus dur et épuisé. Elle était extrêmement mince, et ses vêtements délavés pendaient lâchement sur son cadre fragile. Julien s'arrêta à quelques mètres, se cachant derrière un pilier en bois. Il l'observa travailler. Ses doigts bougeaient avec une grâce rythmée et experte, mais alors qu'elle tendait la main pour prendre plus de paille, Julien vit ses mains. Elles étaient rugueuses et gercées, les articulations enflées et la peau épaissie par des décennies de travail sans fin. C'étaient les mains qui avaient cousu des vêtements pour des familles riches afin de payer ses frais de scolarité lorsqu'il était enfant. Alors qu'il regardait, un chien errant et maigre s'approcha d'elle, ses côtes visibles à travers son pelage. La femme interrompit son tissage et plongea la main dans un petit sac en plastique. Elle en sortit un seul morceau de pain sec, probablement son seul repas de la journée. Avec un sourire doux et authentique, elle brisa le pain en deux et l'offrit à l'animal. « Mange, petit », murmura-t-elle, sa voix une mélodie douce que Julien reconnut de ses plus lointains souvenirs. « Maman est là. Tu n'as pas besoin d'avoir faim aujourd'hui. » Julien sentit une vague de honte mêlée à une rage glacée envers Silas. Pendant que Julien concluant des accords de plusieurs millions de dollars et vivait dans un manoir qui ressemblait à un musée, sa mère avait été une mendiante dans sa propre vie, juste pour rester assez près pour entendre des nouvelles de lui. Elle avait tout sacrifié pendant qu'il croyait au mensonge selon lequel elle ne le voulait pas. Il sortit de l'ombre, ses yeux brouillés par des larmes qu'il n'avait pas versées depuis 20 ans. Il remarqua un petit grain de beauté près de son oreille gauche, exactement comme l'avait décrit le rapport de sécurité. Ce n'était pas un fantôme, et elle n'était pas morte. C'était une femme au cœur d'or qui avait été rejetée par la cupidité, mais qui était restée intacte. La femme leva les yeux, remarquant l'homme riche en costume coûteux debout au-dessus d'elle. Elle ne le regarda pas avec envie ou colère, seulement avec des yeux fatigués et calmes. Elle commença à tirer son tapis en arrière, pensant qu'elle était sur son chemin. « Je suis désolée, monsieur, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Je vais déplacer mes affaires. Je ne voulais pas bloquer votre passage. » Julien ne trouva pas sa voix. Il regarda ses baskets usées et la façon dont elles se faisaient toutes petites pour occuper le moins d'espace possible. Il réalisa que le vide de sa vie parfaite était enfin sur le point d'être comblé. Mais d'abord, il devait dire à la femme devenue un fantôme que son fils était enfin rentré à la maison. Julien se tenait au bord du marché poussiéreux, sa respiration courte et saccadée. Pendant 20 ans, il avait vécu avec un vide dans sa vie parfaite, un vide créé par la croyance qu'il n'était pas assez bien pour que sa mère reste. Maintenant, la voyant assise sur un tapis usé à seulement 10 mètres de lui, ce vide se remplissait d'un mélange d'amour écrasant et d'une rage glacée dirigée contre l'oncle Silas. La femme qui l'observait ne ressemblait pas à la rose colle vibrante de ses souvenirs d'enfance. Les rues avaient été cruelles envers elle. Elle semblait extrêmement mince, son corps si fragile qu'il semblait qu'un vent fort pourrait l'emporter. Ses vêtements étaient délavés et rapiécés, et ses pieds étaient glissés dans des baskets usées qui avaient vu trop de kilomètres. Mais alors qu'elle se penchait pour offrir à un chien errant le dernier morceau de son pain sec, Julien vit le cœur d'or que même la pauvreté la plus extrême ne pouvait ternir. « Aujourd'hui va être une bonne journée, mon fils. Je le sens. » Ces mots, qu'elle lui chuchotait chaque matin dans leur petite cabane, résonnaient dans son esprit. Julien réalisa avec une vague de honte que pendant qu'il dormait sur des draps de soie et concluant des accords de milliards de dollars, la femme qui avait rendu son succès possible survivait avec des miettes. Elle était devenue un fantôme pour le protéger, une mendiante dans sa propre vie juste pour s'assurer que son avenir soit radieux. Julien sortit enfin de derrière le mur. Julien sentit une boule se former dans sa gorge, si grosse qu'il pouvait à peine parler. Il ne se souciait pas de son costume à 5 000 $, ni des regards des badauds curieux. Il s'agenouilla dans la terre rouge directement devant elle. « Je ne suis pas une personne importante, maman, »
murmura-t-il, sa voix tremblant sous le poids de 2 décennies de larmes refoulées. Je ne suis qu'un garçon qui s'est perdu depuis très longtemps. Rose se figea. Ses mains, tenant toujours un panier à moitié terminé, commencèrent à trembler violemment. Elle leva lentement la tête, ses yeux fatigués et calmes rencontrant les siens. Au début, il n'y eut que de la confusion. Elle vit un costume coûteux, une montre en or et le visage d'un homme puissant. Mais en regardant de plus près, elle vit le petit grain de beauté près de son oreille qui reflétait le sien. Elle vit les yeux verts du mari qu'elle avait perdu et l'âme du petit garçon qu'elle avait observé par la fenêtre d'une cave tant d'années plus tôt. « Julian, murmura-t-elle, le mot à peine un souffle. C'est moi, maman. J'ai trouvé la boîte. J'ai trouvé la lettre, dit Julian, les larmes coulant enfin sur son visage. Les paniers tombèrent de ses mains, s'éparpillant dans la poussière. Rose laissa échapper un sanglot brisé et tendit ses mains rugueuses pour toucher son visage, comme pour vérifier s'il était fait de chair et d'os ou simplement d'un autre rêve cruel. « Mon fils, mon beau garçon », gémit elle, le serrant contre sa poitrine. Son corps semblait fragile comme du verre, mais sa prise était remplie d'une force que seule une mère peut posséder. Julian la serra fort, enfouissant son visage dans son épaule, ignorant l'odeur de poussière et la chaleur du soleil. À ce moment-là, le géant de la technologie milliardaire disparut. Il était simplement Julian à nouveau. « Tu ne dormiras plus jamais sur ce tapis, maman », murmura Julian avec ferveur dans ses cheveux. « Tu as sacrifié ta vie pour que j'aie la mienne. Maintenant, je vais utiliser tout ce que j'ai pour m'assurer que tu n'auras plus jamais à être un fantôme. Et Silas va apprendre que certains secrets ne restent pas enterrés pour toujours. » Il l'aida à se lever, son bras fermement enroulé autour de ses épaules étroites pour la soutenir. Alors qu'il la conduisait vers la limousine qui attendait, les villageois les regardèrent en silence stupéfait. Ils ne savaient pas qui était cette femme, mais ils pouvaient voir que le roi avait enfin trouvé sa reine. La chasse à la vérité était terminée. La saison de la rédemption venait de commencer. Julian revint à Oakhaven cet après-midi-là, son esprit tourbillonnant d'émotions contradictoires. Retrouver sa mère vivante avait comblé le vide dans sa poitrine, mais cela avait aussi remplacé son chagrin par un feu froid et calculé. Il avait laissé Rose en sécurité dans un hôtel haut de gamme en ville, gardé par ses agents de sécurité les plus dignes de confiance. Maintenant, il devait retourner aux ruines de son passé pour terminer ce que Silas avait commencé 20 ans plus tôt. Alors que la limousine franchissait le seuil du village, Julian remarqua un changement immédiat dans l'atmosphère. Les enfants qui jouaient dans la poussière plus tôt avaient été rapidement emmenés dans les cabanes par leur mère au passage de sa voiture. Les hommes appuyés contre les clôtures rouillées ne lui adressèrent plus les hochements de tête curieux qu'ils lui avaient donnés ce matin-là. Au lieu de cela, ils le regardèrent avec un jugement froid, leurs yeux étroits et pleins de suspicion. Julian sortit de la voiture sur la place du village, et pour la première fois, il se sentit comme un étranger dans son propre foyer. Au centre de la place, l'oncle Silas se tenait sur une plateforme en bois de fortune, entouré d'une foule d'environ 50 villageois. Silas était en plein discours, sa voix tonitruante d'une fausse droiture qui glaça le sang de Julian. « Il revient avec ses chaussures vernies et sa montre en or », hurla Silas, pointant un doigt dramatique vers Julian. « Il se dit fils d'Oakhaven, mais il ne voit pas les gens. Il voit le profit. Il veut démolir vos maisons, les toits que vos pères ont construits, juste pour construire un terrain de jeu pour les riches. Il est un tycoon sans cœur qui a oublié la poussière dont il est issu. » Un murmure de colère parcourut la foule. Un vieil homme que Julian se souvenait être Monsieur Gable, le mari de la femme qui lui avait chuchoté la vérité plus tôt, s'avança. Son visage était tordu par un mélange de peur et de trahison. « Est-ce vrai, Julian? Vas-tu nous jeter à la rue comme des ordures ?» Julian ouvrit la bouche pour parler, pour leur dire qu'il construisait un hôpital et des logements sûrs, mais Silas fut plus rapide. « Ne le laissez pas vous mentir avec ses beaux discours. J'ai vu les contrats. Ils pensent que nous sommes des taudis qui doivent être démolis. » Julian réalisa avec un martèlement douloureux dans son cœur que Silas avait systématiquement empoisonné l'esprit des personnes qu'il avait l'intention d'aider. Silas se posait en sauveur du village tout en continuant à détourner les fonds même que Julian avait envoyés pour les protéger. À ce moment-là, une agitation éclata près de la taverne du village. Helena, la jeune serveuse qui avait été gentille avec Julian lors du festin de la veille, était poussée par 2 sbires de Silas. Il lui criait dessus, la traitant de traîtresse et d'espionne pour le milliardaire. « Tu as pris ses pourboires.
Tu as souri à l'homme qui veut nous détruire, siffla l'un des sbires, faisant tomber un plateau de verre de ses mains. Les verres se brisèrent sur le pavé, un son qui semblait écho au brisement de l'espoir de Julian pour une résolution pacifique. Helena ne cria pas en retour. Elle s'agenouilla simplement dans la poussière pour ramasser les éclats, ses épaules tremblant de sanglots silencieux. Julian se dirigea vers elle, son instinct de protection prenant le dessus, mais la voix de Silas retentit à nouveau. « Regardez-le. Il court vers sa servante, la seule qu'il pense pouvoir acheter. » Julian s'arrêta. Il regarda les visages des villageois, des gens qu'il avait passé 20 ans à vouloir sauver. Il vit leur colère, mais en dessous, il vit la pauvreté systémique et la peur que Silas avait cultivée comme un jardin sombre. Il réalisa que tant qu'il se tiendrait devant eux en roi, il ne le verrait qu'à travers le prisme des mensonges de Silas. Il devait se débarrasser du costume, de la voiture et des milliards. Il devait savoir qui, dans ce village, possédait encore le cœur d'or que sa mère avait décrit dans sa lettre. Il devait voir Ocaven non pas comme un milliardaire, mais comme le garçon avec du carton dans ses chaussures. Le test est passé à une nouvelle étape, murmura Julian pour lui-même. Il tourna le dos à la foule en colère et se dirigea vers sa limousine, ordonnant à son chauffeur de l'emmener dans une ville voisine. Il n'avait pas besoin d'un complexe, et il n'avait pas besoin d'un contrat. Il avait besoin d'un déguisement. Il reviendrait à Ocaven une dernière fois, mais cette fois, il arriverait sans rien pour voir qui lui tendrait la main à un inconnu et qui crachera sur un homme à terre. La rédemption arrivait, mais d'abord, la vérité devait être testée dans la poussière. Julian se tenait dans l'obscurité de sa vieille cabane d'enfance, le même endroit où il avait découvert la vérité quelques jours plus tôt. Il regarda le costume à 5000 $ qu'il portait, symbole du roi qu'il était devenu. Lentement, il commença à l'enlever. Il le remplaça par un jean taché de terre et une chemise à carreaux délavés avec des trous aux 2 coudes, des vêtements qu'il avait acquis dans une friperie locale pour cacher son identité. Il alla même jusqu'à frotter une petite quantité de terre réelle sous ses ongles et à sauter son rasage du matin. Pour la touche finale, il prit une paire de baskets si usées à la semelle qu'il dut plier un morceau de carton dans la gauche pour couvrir un trou. Il se regarda dans le miroir fissuré de la cabane. Le milliardaire avait disparu. Debout là se trouvait un homme qui semblait ne pas s'être lavé depuis des jours, un homme qui avait l'air mal et sentait mauvais. Il n'était plus le magnate que Silas craignait. Il était maintenant la personne qui arrive sans rien. Julian prit une profonde inspiration, vérifia le dispositif d'enregistrement caché glissé dans son col, et sortit dans la nuit du village. Il se dirigea vers la taverne du village, le même endroit où Silas était actuellement en train de célébrer avec les anciens du village, buvant du vin acheté avec l'argent de maintenance volé de Julian. Alors que Julian poussait la lourde porte en bois, les rires et l'excitation bruyante à l'intérieur moururent instantanément. L'odeur de quelqu'un qui avait vécu dans la rue arriva avant lui, et le petit groupe de personnes rassemblées près de l'entrée recula immédiatement, plissant le nez et détournant le visage. « Julian ?» La voix de Silas retentit depuis le bout d'une longue table, mais ce n'était pas le cri chaleureux et avide du matin. C'était aigu et suspicieux. « Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi es-tu habillé comme un mendiant ?» Julian avança vers le centre de la pièce, ses épaules voûtées et sa voix tremblant d'un désespoir fin qu'il avait répété pendant des heures. « C'est fini, Silas, » murmura Julian, assez fort pour que toute la taverne l'entende. Le conseil d'administration a découvert les pertes. Les banques ont tout saisi. Mon empire technologique s'est effondré. Mes comptes sont gelés. Je n'ai plus rien, à part les vêtements que je porte et cette vieille cabane. Le silence qui suivit était froid et calme, traversant la pièce comme une brise hivernale. Silas se leva lentement, son visage passant d'un masque de fausse chaleur à un rictus de pure cupidité froide. Il s'approcha de Julian, ses chaussures vernies cliquetant sur le sol. Il n'offrit ni une main réconfortante ni une chaise pour s'asseoir. Au lieu de cela, il regarda les baskets usées de Julian avec mépris. « Failli ?» siffla Silas, sa voix dégoulinant de sarcasme. « Tu veux dire que tu n'es plus personne? Tu es revenu ici en promettant des millions. Et maintenant tu n'es qu'une bouche de plus à nourrir? Un autre rat des rues à la recherche d'une aumône? Je suis ta famille, Silas, implora Julian, testant les limites de la cruauté de l'homme. J'ai besoin d'un endroit où rester, juste pour quelques semaines jusqu'à ce que je me remette sur pied. Je pensais qu'Ocaven était mon foyer. Silas rit, un rire froid et joyeux qui ne contenait aucune tristesse. Famille.
Tu n'étais famille que lorsque tu signais des chèques, Julian. Tu es aussi capricieux et faible que ta mère l'était. Oakhaven est un endroit pour les gens qui réussissent, pas pour les perdants qui ne savent pas gérer leur propre argent. Nous ne servons pas ton genre ici. Disparaissait de ma vue avant que j'appelle la police pour intrusion sur la propriété du village. Les villageois, qui quelques heures plus tôt lui faisaient des signes de tête, regardaient maintenant leurs assiettes. Certains chuchotaient à propos du tycoon sans cœur qui avait finalement obtenu ce qu'il méritait. Ils avaient choisi l'autre côté de la route, tout comme les gens dans les histoires que la mère de Julian lui racontait sur le vrai cœur des moutons. Mais alors, un petit plateau fut posé sur la table à côté de lui. C'était Helena, la jeune serveuse aux mains rugueuses et gercées, qui avait été humiliée par Silas la veille au soir. Elle ne regarda ni ses vêtements sales ni ses cheveux en désordre. Elle regarda dans ses yeux avec une véritable préoccupation. Elle poussa un bol de soupe chaude aux légumes et une épaisse tranche de pain vers lui. « Mangez, monsieur, murmura-t-elle, sa voix une mélodie douce dans la pièce hostile. Je sais ce que c'est que d'avoir le monde qui vous tourne le dos. Ma mère disait toujours que l'argent vient et repart, mais que le caractère, lui, reste pour toujours. Celui-ci est pour moi. Vous n'êtes pas obligé d'être seul ce soir. » Julian sentit une boule se former dans sa gorge. Dans une pièce pleine de gens qu'il connaissait depuis toujours, la seule personne à lui offrir de la compassion était celle qui avait le moins à donner. Il regarda Silas, déjà occupé à raconter aux anciens comment il démolirait la cabane demain pour se débarrasser de cette verrue. Julian toucha le dispositif d'enregistrement sur son col et sourit un sourire dangereux et silencieux. Le test était terminé. Il avait trouvé le cœur d'or dans la poussière et il avait capturé le monstre avec ses propres mots. La rédemption n'était plus un plan, c'était une certitude. Le soleil du matin se leva sur Oakhaven, peignant les rues poussiéreuses de nuances d'orange et d'or, mais il n'apporta aucune chaleur au cœur des villageois. Une réunion publique obligatoire avait été convoquée sur la place du village, et l'air était lourd d'une tension silencieuse et pesante. L'oncle Silas se tenait sur une plateforme en bois de fortune au centre de la place, portant une chemise blanche immaculée et un sourire satisfait qui glaça le sang de Julian. Silas leva les mains pour demander le silence, jouant le rôle d'un sauveur digne du peuple. « Mes chers amis, » tonna-t-il, sa voix résonnant contre la peinture écaillée des cabanes voisines. « Hier, nous avons vu le vrai visage du garçon que nous appelions autrefois un roi. Julian Cole est revenu vers nous sans rien d'autre que des mensonges et un plan sans cœur pour démolir notre histoire. Mais comme vous l'avez vu hier soir, son empire s'est effondré. C'est un failli qui est revenu vers nous en rampant pour une aumône. » Un murmure de choc et de colère parcourut la foule. « Il voulait nous rendre sans abri », cria un homme depuis le fond. Silas hocha la tête solennellement, essuyant une larme factice avec son mouchoir en soie. Il est aussi capricieux et faible que l'était sa mère, mais ne craignez rien. J'ai ici les papiers pour protéger Oakhaven de sa cupidité. À ce moment-là, la foule s'écarta. Julian avança vers la plateforme, toujours vêtu des vêtements déchirés et tachés de terre d'un inconnu. Ses cheveux étaient en désordre et ses épaules voûtées, mais dans sa main, il portait la boîte métallique grise rouillée qu'il avait trouvée sous les planches du sol. Silas éclata d'un rire froid et joyeux qui ressemblait plus à un aboiement. « Regardez-le. Le milliardaire est revenu pour mendier devant toute la ville. Garde, retirez ce rat des rues avant qu'il ne salisse la place de sa présence. » Julian ne s'arrêta pas. Il monta les marches de la plateforme, ses baskets usées craquant sur le bois. Il se tint directement devant Silas, ses yeux durs et froids comme une tempête hivernale. « Je ne suis pas ici pour mendier, Silas, » dit Julian, sa voix calme mais portant un poids qui fit taire toute la place. « Je suis ici pour te donner un choix. Tu peux avouer ce que tu as fait il y a 20 ans, ou je peux laisser le village l'entendre de ta propre bouche. » Silas ricana, se penchant si près que seul Julian pouvait l'entendre. « Tu n'es plus personne maintenant, Julian. Personne ne croit un mendiant plutôt que le chef du village. Ta mère est morte en fantôme capricieuse et tu mourras en failli. » Julian sortit son téléphone high-tech de sa poche, le seul objet trahissant sa véritable richesse. En quelques clics rapides, il le connecta au vieux système de haut-parleurs du village, que Silas avait utilisé pour son palais d'hypocrisie. Soudain, une voix retentit dans toute la place. C'était la voix de Silas, enregistrée seulement quelques heures plus tôt dans la taverne. « Famille. Tu n'étais famille que lorsque tu signais des chèques, Julian. Je ne te tolérais que pour les milliards.
J'ai chassé cette femme sous la pluie il y a 20 ans parce qu'elle était une verrue pour mes plans. J'ai volé l'héritage et je le referai. Le silence qui suivit était froid et calme, s'étendant sur la place comme une ombre. Le visage de Silas devint blanc comme un linceul, sa bouche s'ouvrant de choc alors qu'il regardait les villageois qui lui avaient fait confiance pendant des décennies. L'enregistrement continua, jouant le son de Silas se moquant des mains gercées de rose et se vantant des comptes au Caïman où il avait caché l'argent de Julian. Julian se tenait droit, le déguisement du mendiant tombant alors que son autorité naturelle revenait. « Tu n'as pas seulement volé mon argent, Silas, dit Julian, sa voix résonnant à travers les haut-parleurs. Tu as volé une mère à son fils. Tu as volé 20 ans de paix à ce village. » Le test est terminé, et le monstre a enfin été démasqué à la lumière du jour. Silas vacilla, réalisant que l'homme debout devant lui n'était pas infailli. C'était un fils qui avait enfin ramené la vérité à la maison. Le silence qui suivit l'enregistrement était différent de tout ce que le village d'Okaven n'avait jamais connu. C'était un calme froid et silencieux qui semblait geler l'air même de la place. Les villageois, qui quelques instants plus tôt hochaient la tête en accord avec Silas, le regardaient maintenant avec des yeux pleins de choc et d'horreur. L'homme qu'ils avaient appelé leur chef, leur protecteur, venait d'être démasqué par sa propre voix comme un monstre qui avait troqué la vie d'une mère contre quelques sacs d'or. L'oncle Silas se tenait sur la plateforme en bois, ses jambes tremblant si violemment qu'il dut s'agripper à la rambarde pour rester debout. Son visage, autrefois rouge de la fausse chaleur de la victoire, était maintenant de la couleur de la cendre. Il regarda Julian, toujours debout dans ses vêtements déchirés et tachés de terre, et sa bouche bougea, mais aucun son n'en sortit. Le déguisement du mendiant ne cachait plus le milliardaire. Il mettait en lumière l'homme de caractère que Julian était devenu. « Tu es un menteur !» cria une voix de la foule. C'était Monsieur Gable, son visage tordu par la culpabilité d'avoir cru Silas si longtemps. « Tu nous as dit qu'elle l'avait abandonnée. Tu nous as dit qu'elle était capricieuse. » Bientôt, la place explosa en un rugissement d'indignation. Les villageois ressentirent la vague de honte qui vient lorsqu'une communauté réalise qu'elle a été complice d'une tragédie. Julian leva la main et la foule se tut à nouveau. Il ne regarda pas les villageois. Il regarda directement Silas. « Il y a 20 ans, tu as chassé une femme sous la pluie parce que tu voulais jouer à Dieu avec l'avenir de son fils. Tu pensais que parce qu'elle était pauvre, elle était invisible. Tu pensais qu'en enterrant une lettre sous une planche de bois, tu pouvais enterrer la vérité. » La voix de Julian retentit à travers le système de haut-parleurs, résonnant contre la peinture écaillée des cabanes. « Mais tu as oublié une chose, Silas. L'amour d'une mère est un cœur d'or qui ne cesse jamais de briller, même dans la cave la plus sombre. » À ce moment-là, un bourdonnement sourd vibra à travers la place. La foule s'écarta alors qu'une limousine gris anthracite, identique à celle dans laquelle Julian était arrivé, avançait lentement dans la boue. Elle s'arrêta au pied de la plateforme. La porte fut ouverte par un homme en costume impeccable, le chef de la sécurité de Julian, mais tous les yeux étaient fixés sur la femme qui en sortit. Les villageois retinrent leur souffle. Certaines femmes se cachèrent le visage dans les mains et d'autres commencèrent à sangloter. Debout là, vêtue d'une robe de soie bleue douce avec un rang de perles autour du cou, se trouvait Rose Cole. Elle avait l'air digne et belle, bien loin de la femme aux mains gercées que Julian avait trouvée sur le marché seulement la veille. Bien que son corps fût toujours aussi fragile que du verre, elle marchait la tête haute. Elle leva les yeux vers Silas, qui recula sur la plateforme, manquant de peu de tomber du bord. « Rose, murmura-t-il, sa voix tremblant d'une peur douloureuse. « Ce n'est pas possible. Tu es un fantôme. » Rose monta les marches de la plateforme, ses mouvements sans hâte. Elle se tint devant l'homme qui lui avait volé 20 ans de sa vie. « Je ne suis pas un fantôme, Silas, dit-elle, sa voix une mélodie douce portant une nouvelle force inébranlable. Je suis la mère que tu as essayé d'effacer et aujourd'hui, je rentre chez moi, auprès de mon fils. » Elle se tourna vers Julian et la dureté dans ses yeux fondit instantanément. Il tendit la main et prit la sienne, la même main qui avait cousu des vêtements pour des miettes afin de lui assurer un avenir. À ce moment-là, le vide dans sa vie parfaite fut comblé complètement. Julian se retourna vers la foule, son autorité naturelle revenant. « Je ne suis pas revenu à Oakaven pour construire un complexe pour les riches. Je ne suis pas venu pour démolir votre histoire. » Il sortit un nouveau jeu de documents de la boîte métallique rouillée. « Je suis venu pour restaurer ce qui a été volé. Silas a détourné des millions vers des comptes au Caïman pendant que vous souffriez. Aujourd'hui,
Ses comptes sont gelés. Cet argent revient à ce village. Il fit une pause, regardant les visages stupéfaits des gens avec qui il avait grandi. Nous ne construisons pas un complexe. Nous construisons l'hôpital mémorial Rose Cole et une nouvelle coopérative de logement. Oak Haven ne sera plus un monument à la pauvreté systémique. Ce sera un lieu d'espoir. Alors que les sirènes retentissaient et que la police locale arrivait pour menotter Silas, les villageois ne crièrent pas de joie. Ils regardèrent simplement en silence, avec une révérence lourde et calme. Ils regardèrent le fils milliardaire et sa mère, morte, se tenir ensemble sur la plateforme, deux personnes qui avaient survécu au monstre de la cupidité et étaient revenues avec un héritage de vérité. La saison de la rédemption était terminée. La saison de la guérison venait enfin de commencer. 3 mois s'étaient écoulés depuis le matin où le silence d'Oak Haven avait été brisé par le son de la vérité. La poussière rouge qui étouffait autrefois les rues de l'enfance de Julian était désormais tassée sous des routes fraîchement pavées, et le silence fantomatique du village avait été remplacé par le martèlement rythmique des marteaux et les appels joyeux des voisins. Oak Haven n'était plus un monument à la pauvreté systémique. C'était un sanctuaire d'espoir. Julian se tenait sur le porche de sa maison d'enfance. La cabane n'était plus une ruine pourrissante avec un toit en tôle rouillée. Il avait refusé de la démolir, choisissant plutôt de la restaurer avec les meilleurs matériaux que l'argent pouvait acheter. Les murs étaient en cèdre chaud et solide, et le nouveau toit était fait de tuiles rouges vibrantes, symbole du toit rouge dont sa mère, Rose, avait toujours rêvé dans les histoires qu'elle lui racontait lorsqu'il était enfant. À l'intérieur, les planches du sol étaient polies et de niveau, et l'espace où la boîte métallique rouillée avait autrefois été cachée faisait désormais partie intégrante d'un magnifique plancher en acajou. Julian se retourna alors que la porte moustiquaire grinçait. Rose sortit, portant une robe simple mais élégante en soie crème. Ses mains gercées avaient été soignées par les meilleurs spécialistes du pays, et bien que les cicatrices de 20 ans de labeur subsistaient, ses doigts ne tremblaient plus de froid. Elle tenait 2 tasses de thé fumant, préparés exactement comme ils en avaient l'habitude, légers avec une touche de miel. L'hôpital est presque terminé, Julian, dit Rose, sa voix une mélodie douce qui portait dans l'air calme du matin. Elle regarda vers le centre du village, où se dressait désormais l'hôpital mémorial Rose Cole. C'était un établissement de pointe, garantissant qu'aucune mère à Oak Haven n'aurait plus à choisir entre ses médicaments et les chaussures de son enfant pour l'école. Julian sourit, prenant la tasse. C'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait, maman. Pendant des années, j'ai cru que le succès était une question de chiffres sur mon compte en banque. Je pensais que le vide dans ma vie parfaite pouvait être comblé par plus d'entreprises et plus de pouvoir, mais en étant ici avec toi, je réalise que les milliards ne sont utiles que lorsqu'ils sont utilisés pour protéger les personnes que nous aimons. Plus tard cet après-midi, une jeune femme monta le sentier vers la maison. C'était Elena. Elle n'était plus une serveuse en uniforme taché, regardant le sol avec crainte. Elle portait un costume professionnel, la tête haute. Julian l'avait nommée gérante de la coopérative du village d'Oak Haven. Il avait vu son cœur d'or lorsqu'elle avait offert un bol de soupe à un mendiant failli, et il savait que son intégrité était le fondement dont le nouveau village avait besoin. La première livraison de fournitures pour l'école est arrivée, Monsieur Cole, dit Elena avec un sourire brillant et authentique. Appelle-moi Julian, Elena, répondit-il. Dans ce village, nous sommes tous une famille maintenant. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et d'or, Julian rentra dans la maison et s'assit à l'ancienne table de cuisine. Il sortit de son attaché-caisse la boîte métallique grise rouillée. Il regarda l'enveloppe jaunie et les 4 pages d'écriture penchées qui lui avaient sauvé la vie. Il n'avait plus besoin de les relire. Les mots étaient gravés dans son cœur. Il replaça l'ancienne photographie de sa mère à l'intérieur de la boîte, celle où elle se tenait près de la fenêtre, enceinte de 7 mois et pleine de courage. À côté, il plaça une nouvelle photographie, une image de lui et Rose se tenant ensemble le jour où Silas avait été emmené menotté. Le monstre était parti, faisant face à une longue peine pour détournement de fonds et fraude, et le roi avait enfin ramené sa reine à la maison. Julian ferma le loquet de la boîte métallique avec un clic ferme et satisfaisant. Il réalisa que le test qu'il avait imposé au village avait en réalité été un test pour lui-même. Il avait appris que l'argent vient et repart, mais que le caractère, lui, reste pour toujours. Il se leva et alla sur le porche rejoindre sa mère. Alors qu'il regardait les étoiles commencer à scintiller comme des diamants au-dessus d'un Oak Haven prospère, Julian ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis 20 ans. La vérité les avait libérés tous les deux,
et l'héritage de la mère, morte, était désormais une promesse vivante d'un avenir plus radieux. L'histoire du milliardaire revenu à ses ruines était terminée, mais l'histoire du fils qui avait retrouvé son cœur venait de commencer. Le voyage de Julian nous rappelle que le costume le plus cher du monde ne peut cacher un cœur brisé, et que la vérité, aussi profondément enfouie soit-elle, finira toujours par trouver son chemin vers la lumière. La vraie leçon de cette histoire n'était pas seulement la justice que Julian avait trouvée, mais sa volonté d'échanger sa fierté contre la vérité. Il faut un homme véritablement accompli pour retourner dans la poussière de son passé et admettre que ces milliards lui semblaient vides sans la mère qui avait sacrifié son identité même pour le protéger. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Quel était votre personnage préféré dans cette histoire? Était-ce Rose pour sa force silencieuse et inébranlable? Était-ce Julian pour avoir eu le courage de voir au-delà des mensonges? Ou peut-être Helena, la serveuse qui a prouvé qu'un cœur d'or est la plus grande richesse de toutes? Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer le voyage de la justice. N'oubliez pas de nous le dire dans les commentaires. C'est Monsieur Hope, et je suis si reconnaissant que vous ayez partagé ce moment avec moi. Je vous retrouverai dans la prochaine histoire.